Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous aimez toujours le sport auto. Ça, je suis globalement pas inquiet, nous aussi. Donc, vous voyez, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et notamment notre ami Maxime Potard, bien sûr, qui me rejoint, comme traditionnellement c'est le cas, une semaine sur deux, sur la chaîne YouTube de l'Afterlap. Salut Maxime, j'espère que toi aussi tu vas bien donc. Mais ça va bien, salut LFB, bonjour à tous. Et oui, on commence à alléger un petit peu les liquettes, hein. C'est l'été, on commence à. Enfin, pas tout à fait, mais on commence à avoir du bon temps. Les terrasses rouvrent, donc c'est bon signe. On peut se mettre avec un petit verre en terrasse pour suivre les compétitions le dimanche, parce que c'est vrai qu'on sort d'un week-end, en tout cas de 2 semaines qui ont été particulièrement intenses à travers le monde. En tout cas, programme encore une fois bien chargé cette semaine, on espère que vous êtes Oui. prêts. Alors, Maxime Potard, alias Maxou le pilote, avec évidemment les épisodes de Green, White, Checkered, à retrouver aussi sur sa chaîne YouTube, bien sûr. Épisode 31 déjà, Maxime. Eh Hein, oui. le rythme est. On le garde, Effréné. quoi. Voilà, Oui, Freinet. Et c'est puis ça. voilà, comme on le dit souvent, vous nous suivez sur d'autres plateformes. On sait que vous êtes aussi sur Motor Racing TV, sur les téléconnectés Samsung à nous suivre, sur les mobiles Huawei depuis peu de temps aussi. Donc voilà, on intéresse et rejoignez-nous, hein, sur nos réseaux sociaux. On le répétera jamais assez. Puis si vous voulez interagir avec nous, on est là aussi pour ça. On le dit souvent en fin d'émission, en fin de podcast. Cette fois-ci, on va le dire en intro. Mais voilà, vous avez nos réseaux sociaux disponibles sur nos chaînes, sous nos vidéos, hein, sur nos chaînes YouTube respectives. Et puis voilà, on va attaquer Voilà. avec le vif Alors, du je sujet. donne le sommaire, Maxime, Oui, effectivement. Tu nous parleras tout à l'heure du BTCC, la saison enfin. 2021, elle est lancée. Voilà, je sais que tu attendais ça avec impatience. Oui. En tant que grand commentateur de la Formule électrique, tu nous parleras évidemment du rendez-vous de la F1 à Monaco, mais Dieu sait qu'effectivement, on a hâte d'avoir tes avis éclairés. Nous parlerons, moi, de Supercars, tu t'en doutes, il y a Bien eu un sûr. meeting à The Bend. On parlera ensemble d'IndyCar, parce que les deux courses au Texas, elles ont été aussi intéressantes d'enseignement. Mais évidemment, je te propose de brandir le drapeau vert et de commencer tout de suite par la F1. Il y a eu deux grands prix, mine de rien, en une semaine. Espagne et Portugal juste avant, donc je te propose qu'on en fasse une synthèse. C'est parti. Alors, Green, le drapeau vert pour la Formule 1, bien évidemment, avec deux grands prix qui sont succédés, les troisième et quatrième de la saison. Portimao, qu'on a retrouvé avec un plaisir non dissimulé. Même si, alors je ne sais pas si tu as écouté mon dernier numéro de l'Afterlap sur le Grand Prix du Portugal, je considère maintenant que cette piste, elle est trop courte. Oui, 4 km 5, ça passe trop vite. On adore les montées, les descentes, les grands virages, mais en fait, ça va trop vite. C'est malheureux à dire, mais il manque 1 kilomètre à ce circuit. Ça t'avait traversé l'esprit aussi, cette petite réflexion? alors j'ai entendu ta remarque, mais moi je trouve Oui. pas. En fait, il y a un côté Monaco, mais vraiment, enfin, c'est vraiment une montagne russe, hein, pour faire un jeu de mots rapide. Mais c'est vrai que oui, ça monte, ça descend. Il y a des caméras, des drones, des hélicoptères qui nous ont montré des plans vraiment superbes. C'est vrai que pour les photographes, on est servi. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du spectacle, on a eu un très très beau Grand Prix l'année dernière. Je trouve que cette année, c'était un peu plus la sieste, hein. On a eu un prémisse, un warm-up de Barcelone. On en reparlera dans un instant. Mais ouais, la piste trop courte, ça me dérange pas. Parce que ça donne justement ce côté atypique avec cette immense ligne droite. Je sais pas, je trouve que le combo est assez agréable. Et ça demande une préparation spécifique au niveau des voitures tout de même. Parce que bon, il y a quand même pas mal de délestage, de compression. Donc non, moi je trouve que c'est un joli Bon, tourniquet. Et ça me suffit, 4,5 km, c'est très bien. bah écoute, très bien. Alors, on va pas tout détailler, on va plus se concentrer sur ce qu'on a vu à Barcelone, parce que bah, c'était voilà, c'était le Grand Prix il y a quelques heures à peine. Mhm. Même si, bah, d'ailleurs, pour mettre tout le monde à l'aise, moi j'ai le sentiment que j'ai vu le même Grand Prix, pratiquement. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un Verstappen qui est de plus en plus comme le seul et l'unique rival d'Hamilton. J'ai vu un Verstappen qui donne l'illusion, ou alors un peu à Portimao Bottas, oui, forcément, mais tu Mm. vois ce que je veux dire. Bon, plutôt Verstappen, qui donne l'illusion qu'il peut prendre les choses en main dès le début et que ça peut le faire jusqu'au bout. Et j'ai vu deux fois Lewis Hamilton, et c'est pour ça qu'il m'a plu même le Grand Prix du Portugal, qui a dû se cracher un petit peu dans les mains. C'était pas fait. Il avait loupé son restart à Portimao, tu t'en souviens. Il a Oui. fallu qu'il aille rechercher Verstappen, il a fallu qu'il aille chercher Bottas. À Barcelone, il a fallu quand même qu'il s'incline au premier virage face à Verstappen. Et effectivement, c'est là que quand même on a vu la puissance de frappe globale de Mercedes, avec effectivement un coup stratégique, très bien mené. Mais à chaque fois, d'accord, c'est Hamilton qui gagne à la fin. Mais moi, je trouve que c'est intense et que l'écart sur le papier entre Hamilton et Verstappen, si on prend en compte le début de course de Barcelone, ils sont tous les deux un peu au-dessus du monde et ils sont séparés par rien du tout. Ça se joue à la stratégie, au stand, ça se joue un peu à la vista de Mercedes et d'Hamilton, mais c'est quand même très serré. J'ai trouvé ça, donc du coup, ces deux grands prix
très intense, au-delà d'un niveau flat qui était, à mon avis, trompeur. Tu vois ce que je veux dire? C'était faussement ennuyeux, en fait. Voilà ce que j'ai pensé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est ce qui est un peu ressorti aussi sur les réseaux sociaux, c'est que les gens qui ont peut-être un petit peu moins l'habitude de suivre la Formule 1 ont vu deux courses qui étaient plutôt des processions. Il n'y avait pas de gros dépassements. C'est vrai que ce soit à Portimao ou en Espagne, ça n'a pas été un Grand Prix très spectaculaire en termes de changement de leader, dépassement, bagarre. Il y a eu quelques DRS qui ont fait leur fonction, Dieu merci. Mais malgré tout, c'était des courses très intenses au niveau stratégique parce qu'encore une fois, jusqu'aux 5-7 derniers tours, on ne savait pas qui allait avoir l'avantage. On savait qu'au niveau stratégique chez Mercedes, on a fait un joli coup en mettant des pneus usés à Hamilton, en laissant donc Verstappen dehors. Et Verstappen s'est fait piéger parce qu'encore une fois, même si cette équipe Red Bull a 4 titres, c'était dans une autre époque, c'était avec une autre génération technique, un autre type de moteur, etc. Et aujourd'hui, Verstappen, il doit apprendre face aux 100 pôles et on ne sait pas, 98 victoires d'Hamilton. Ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, l'intelligence de course chez Mercedes, elle est là. Il y a beau avoir des fuites de cerveau constamment depuis le début de l'année, on en parle au niveau moteur pour Red Bull qui désormais donc, a racheté Honda et va se préparer. Sur ces 2 derniers Grands Prix, j'ai vu que Mercedes a gagné un Grand Prix, certes moins spectaculaire, mais tout aussi intense en stratégie, en gestion de pneus, en gestion moteur, gestion du dirty air, comme on dit, donc quand une voiture est trop proche d'une autre. Mercedes et Hamilton ont fait encore une fois un boulot digne de champion du monde. Voilà. Et je suis, vous le savez si vous suivez l'émission, je suis plutôt partisan de Max Verstappen. En tout cas, je ne le défends pas à corps et âme, mais tout de même, j'ai noté encore une fois que Verstappen s'est fait piéger. Voilà, c'est un peu le lièvre et la tortue, pardon. Mais là, il a joué un petit peu à se faire chasser, Verstappen. Et même si au départ il est intense, comme on dit, il les met sur la table chaque fois au premier virage. Il l'a déjà fait en Émilie-Romagne, il le fait encore ce week-end. On se dit, ok, Verstappen c'est un sprinter, il va aller au bout, il va taper. Sauf que le problème c'est que derrière il faut tenir les pneus. Et la première safety car a déjà pas mal entaché l'avantage de Verstappen, qui était réduit à néant. Du coup, Hamilton a pu revenir dans le DRS. Et encore une fois, Mercedes, tranquille, la force tranquille, hein, c'est vraiment Mercedes. À la fin, ils triomphent parce qu'ils sont plus malins stratégiquement, c'est tout. Oui. Alors, on peut nuancer peut-être en se souvenant qu'à Portimao, oui, Verstappen a fait des petites erreurs qui lui ont coûté cher. Il en a fait une en qualif, il n'a pas eu la pole. Il en a fait une. Alors, il fait un super restart, mais après, il n'arrive pas à suivre Bottas. Et c'est lui qui fait une dernière petite erreur, ce qui permet à Hamilton de le dépasser. Le plus dur est fait. Et après, Hamilton, effectivement, va chercher Bottas, il n'y a rien à dire. Encore et il fait une dernière erreur dans la conquête, ratée en l'occurrence, du meilleur tour, où il va trop large, ces fameuses limites de piste, mais qui font partie du jeu, on l'a compris. Et donc, à Portimao, c'était évidemment, on va chercher les détails, mais ce sont des détails qui, je crois, ont compté et nous ont laissé une impression un peu mitigée. À Barcelone, je vois pas trop quoi lui reprocher parce que, en l'occurrence, bien sûr, on peut un peu pas se moquer, tu vois ce que je veux dire, mais critiquer Red Bull pour ne pas avoir eu l'avantage psychologique ou l'avantage stratégique. Mais si Mercedes a pu le tenter et le réussir à ce point-là, moi, je vois 2 raisons fondamentales. Un, il y a la capacité d'Hamilton, évidemment, à rester au contact de Verstappen, quoi qu'il arrive, là où un Bottas est largué, mais tu vois ce que je veux dire. Et dépassé par Leclerc, Bottas, il était nulle part, encore une fois, dimanche dernier, c'était n'importe quoi. À partir du moment où Hamilton n'est pas largué, alors il n'a aucune raison de l'être, mais tu vois ce que je veux dire, il pourrait y avoir 5-6 secondes à la rigueur. Non, il n'y en a pas, il y en a une. Il y a 1 seconde à chaque fois. À chaque tour, on se demandait s'il n'était pas dans la limite du DRS. Donc ça veut bien dire qu'il ne le lâche pas. Donc c'est comme si c'était équivalent, quoi, et que Verstappen n'était pratiquement pas en tête. On sait bien qu'Hamilton pourrait profiter de la situation. Et puis 2, c'est que Perez, même si je l'aime bien, et même quand on voit que Bottas, c'est pas terrible non plus, mais Perez, là, il n'a aucun rôle pour venir contrecarrer la stratégie. Imagine que Perez arrive, par la seule force de son talent, à être 5 secondes derrière Verstappen, Hamilton. Tout change. Il entre dans le jeu, il entre dans l'échiquier, oui. Oui, c'est ça, voilà. Donc là, Red Bull ne peut se contenter que d'une voiture, c'est celle de Verstappen. Et hier, effectivement, vous avez compris que l'enregistrement, on le réalise de Green Checker de lundi. Dimanche, oui, voilà, on va dire ça. C'est vrai que l'avantage, c'était Mercedes qui avait tout à gagner, Red Bull qui avait tout à perdre à partir du moment où Verstappen, c'était peut-être pas à lui de donner le là, quoi. Cela étant, Maxime, Hamilton, tu te souviens précédemment, il a pu avoir un doute parce que là, sur le papier, ok, on le fait arrêter une deuxième fois. À partir du moment où il s'arrête de manière comme ça un peu surprenante, on sait que Red Bull ne s'arrêtera plus. Bon. Il a à peu près une vingtaine de secondes de retard et il y a 20 tours à disputer. Sur le papier, c'est pas fait. Non, sauf qu'on s'est rendu compte que ça le faisait quand même. Voilà. Mais
c'est pas pour ça non plus que c'était évidemment gagnant. Encore fallait-il s'appeler Hamilton et tenir bon et aller rechercher Verstappen ensuite, quoi. Bon, malgré tout, Hamilton a bien été aidé par le fait que Verstappen avait quand même des pneus qui étaient 12 tours plus vieux et c'était assez important. On sait que les tendres s'écrasaient beaucoup, mais Verstappen pouvait encore faire un dernier relais en tendre. Il avait encore cette cartouche. Malheureusement, elle n'a pas été jouée par Red Bull qui s'est dit il a assez de marge en fait, sauf que non. Aussi, il y avait une autre stratégie qui aurait pu être jouée par Red Bull, c'est justement garder ce pneu neuf, tendre, attendre une éventuelle VSC ou safety car en toute fin d'épreuve, faire rentrer Verstappen, garder un contact avec Hamilton, repartir derrière, et voilà. Au moment où Verstappen est dépassé par Hamilton et qu'il reste 10 tours, le faire rentrer en pneu tendre ou le laisser en médium, ça aurait quand même donné le même résultat, deuxième. Je ne comprends pas pourquoi Red Bull, en ayant aussi la garantie qu'il aille peut-être chercher le meilleur tour, parce que c'est un point qui est pris aussi à Mercedes par Red Bull. Ils ont voulu le faire avec Bottas chez Mercedes, puis ils ont amené Perez dans les stands, puis ils se sont dit tiens pourquoi pas Verstappen. Mais c'est vrai que c'est toujours facile de refaire l'histoire quand elle est écrite, mais si à 10 tours de la fin, Verstappen rentre monter des tendres, 9 je précise, il peut aller chercher le meilleur tour sans trop de difficultés. Il peut terminer devant Bottas, donc à la place où il aurait quand même terminé avec Hamilton. Et s'il y avait une safety car, il recolle à Hamilton avec des tendres neufs. Et là, l'histoire, elle est pas pareille. Bon, il n'y a pas une safety car, mais bon, Mazepin il était toujours en piste, on aurait pu espérer. Mais globalement, chez Red Bull, je trouve qu'on a toujours ce sentiment de courir après Mercedes, tu sais. Ils sont pas largués, ils sont dans l'aspiration au sens propre, mais ils sont encore un peu derrière. Il y a encore des erreurs, tu parlais des petits détails. L'arrêt de Verstappen, il fait 4 secondes 7. Ah oui. Ça, c'est une chose qui doit pas arriver chez Red Bull, alors que c'est pourtant des meilleures équipes. Si, alors il y a quand même une raison, une explication. C'est Verstappen qui est rentré sans qu'on lui dise. C'est ça. Il a pris l'initiative, ce qui fait qu'effectivement les mécanos ont été surpris. Alors, mais au moins les pneus étaient gonflés, c'était déjà mieux que chez Alfa Romeo, puisqu'on vous précise que quand Giovinazzi est rentré au stand, on lui avait préparé des pneus, au moment où on les monte, on tape avec la main sur le pneu, on se rend compte qu'il est pas gonflé. Donc ça c'est aberrant, je crois que c'est pas du jamais vu, mais ça, ça inédit. On pensait au départ que c'était pas les bons pneus, on pensait que c'était les pneus de Raikkonen, mais non, c'est déjà arrivé à Mercedes à Sakir, mais là non, c'est juste les gars, il faut faire les pressions, c'est la base. Et alors, j'ai envie de dire bravo d'ailleurs aux mécanos, parce que mécanicien, parce que est-ce que tout le monde a la capacité de s'en apercevoir? Je voudrais bien en être certain. Donc, après, lui, il l'a eu et... après avoir le pneu, le mécano qui prend le pneu qui fait ça pèse 10 grammes, c'est un peu trop léger pour le coup. Je rappelle qu'un pneu c'est quasiment 20 kilos quand même à rapporter, donc je pense qu'il a senti la différence. Mais pour revenir au duel et justement à ce qui s'est passé et à Portimao et à Barcelone, je trouve que non, Red Bull n'est pas aujourd'hui la force en présence. Certes, ils sont en vitesse pure, ils sont rapides, le moteur Honda est à la hauteur si ce n'est mieux, on le voit pendant les essais libres, mais à la fin, c'est toujours Hamilton qui gagne. Sauf qu'aujourd'hui, on a voulu plébisciter la victoire par rapport à la deuxième position en termes de points, mais je trouve tellement injuste 7 points d'écart entre le travail fourni par Verstappen et celui d'Hamilton. Tu vois, je trouve que c'est bien, ces 7 points, ça glorifie la victoire, et Dieu sait qu'elles étaient belles les victoires d'Hamilton, il est allé les chercher face à Verstappen, mais malgré tout, dans les deux cas, que ce soit pour Verstappen ou Hamilton, je trouve que 7 points, ça fait un écart monumental pour une lutte qui peut être aussi serrée, où à l'époque, ça se jouait à 2, 3, 4, 5 points. Donc voilà. Oui, non, c'est vrai que là, il y a 14 points. C'est énorme. Il y a 14 points qui les séparent, et c'est vrai que ça semble un peu injuste au regard du travail et de la rivalité qu'est capable d'apporter Verstappen. Si on voulait effectivement faire une sorte de conclusion de ce premier 1/5 de la saison, on va dire ça comme ça. Bon. Alors évidemment, le mauvais point, c'est que 3 victoires d'Hamilton sur 4 Grands Prix, donc évidemment, on prend les mêmes et c'est la même histoire. Malgré tout, là, Hamilton, à chaque Grand Prix, c'est quand même pas complètement une balade tranquille. C'est souvent même qu'il n'est pas en tête au début. Portimao, il est globalement 3e. Barcelone, il est 2e. Il n'est pas capable de prendre forcément le pouvoir dès le début. Après, la gestion de la course, son brio, l'équipe derrière, le cocktail devient gagnant. Mais j'ai envie de te dire, Maxime, c'est quand même pas mal dans la mesure où on ne peut plus, a priori, s'attendre à un cavalier seul, d'écrasement de tous les adversaires, et qu'effectivement, Verstappen semble être en permanence, et j'espère sera en permanence, le petit grain de sable, le caillou dans la chaussure, et que même si à la fin ça le fait pas,
juste le simple fait de se positionner quasiment au même niveau malgré tout fait que sur la durée, ça peut avoir une très grande incidence sur le déroulement de cette saison. Oui, et Verstappen prend la saison différemment par rapport aux saisons précédentes. Cette année, il est candidat au titre, ce qui n'était pas le cas encore jusqu'à l'année dernière. Donc véritablement, Verstappen, il sait qu'aujourd'hui, il doit réfléchir à chaque course pour prendre le maximum de points, mais le faire de manière intelligente, c'est-à-dire pas risquer d'aller se mettre au mur pour passer Bottas et faire 2 au lieu de 3, mais de prendre les points de la 3e place. Et pour l'instant, il le fait et ça paiera peut-être en fin de saison. Mais voilà, après, une stratégie, elle a des failles, pas chez Mercedes, parce qu'effectivement, ils étaient parfaitement au travail. Ouais. Tu évoquais aussi le fait que Verstappen, il est tout seul puisque Perez est un peu loin, il fait 4e et 5e. S'il se qualifiait mieux, ce serait plus simple. Voilà. Il s'est qualifié 2e, je te rappelle, en Émilie-Romagne, ça n'a pas fait beaucoup mieux. Hein. Donc voilà, pour le coup, c'était pas forcément c'est sans doute la solution, mais c'était pas forcément un bon exemple. Mais voilà, je trouve que Bottas n'est pas là non plus pour aider Hamilton et que ils sont un peu tout seuls. Ils sont juste l'un et l'autre, un peu comme à l'époque, tu avais Hakkinen, Schumacher, si je puis dire. Enfin, moi, je parle de ce que j'ai connu, bien évidemment, tu me corriges, mais c'est pas Coulthard et Barrichello qui allaient se battre devant, ils étaient là en arrière en attendant. Pour l'instant, il y a Bottas qui est derrière qui attend et Perez qui essaie de suivre. Mais Perez, pour l'instant, il doit prendre la voiture et on pensait qu'il allait plus facilement s'en remettre. Je pense pas que de prime abord, Albon aurait fait un moins bon travail que Perez avec son expérience. Maintenant, voilà, c'est vrai que Perez, il est capable de partir 20e ou d'avoir un problème et de remonter 4, 5, 6e, là où Albon serait peut-être bloqué en dehors du top 10. Donc, voilà, je pense qu'on va encore laisser un peu de temps à Perez, on va pas l'enterrer trop vite parce que ça doit pas être simple d'entrer dans une machinerie où Verstappen a une voiture taillée pour lui, faite pour lui pour le titre, et que Perez, il est un petit peu le porteur d'eau pour le coup de Verstappen. Je vais te proposer de passer en revue quelques pilotes et autres équipes à l'issue de ce Grand Prix d'Espagne, juste pour te dire, j'ai lu, je sais pas où, mais que Verstappen avait un vrai avantage dans le dernier secteur à Barcelone. Et on l'a tous vu, oui, globalement. Hein, parce que, il se protégeait du DRS. Vraiment voilà. En chicane, il était incroyable. Si on part du principe que c'est le secteur le plus sinueux, c'est peut-être de bon augure pour Monaco, où on sait que c'est un terrain, évidemment, qui va mettre en avant le talent de ces deux bonhommes, Hamilton et Verstappen, et qui vont, je pense, poursuivre leur duel. Mais on sait que là, l'importance de la pole est cruciale et on sait que ça devrait le faire pour Verstappen. Enfin, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Là, par rapport au championnat, a toujours été à part à Monaco. Ils ont toujours un châssis plus court. Enfin, ils ont toujours été à leur avantage. Donc là, espérons que ça se passe bien le samedi. Parce que Verstappen et Monaco, il y a déjà eu du carbone. C'est ça le problème. Mais là, il faut gagner. Voilà. Oui, ils ont plus le droit. C'est sûr que là, si on coche certaines cases, Monaco, ça fait forcément partie des circuits là où Red Bull doit capitaliser. Et c'est là où Perez doit aussi faire son travail, aller se mettre devant Hamilton ou au moins devant Bottas pour le championnat. C'est ça. Voilà, on est d'accord. Bon, alors, moi, écoute, j'avais dit aussi dans mon podcast qu'à Portimao, on avait eu une hiérarchie parfaite de la Formule 1. Tous les numéros 1 et les numéros 2, finalement, avaient terminé dans cet ordre. Norris devant Ricciardo, Leclerc devant Sainz, Hamilton devant Bottas, bien sûr, Verstappen devant Perez, Ocon devant Alonso, parce que ça, maintenant, je le pense, on va y revenir. Gasly devant Tsunoda, bien sûr. Enfin, tu vois, c'était finalement une hiérarchie très, très nette. Ça a été un petit peu moins le cas, peut-être, à Barcelone, parce que, par exemple, Ricciardo, là, a été globalement devant Norris, moi je trouve. Je trouve que chez McLaren, il y a une bonne entente. Les deux voitures sont dans les points, mais ils n'ont pas volé leur 3e place du classement. Mais si on prend les chiffres, on a quand même Red Bull et Mercedes devant. Bon, le midfield n'a pas de sens parce que tu as McLaren à 65 points, tu as Ferrari à 60 points, et puis pouf, AlphaTauri 15, 10 et Alfa Romeo. Donc il y a vraiment juste McLaren et Ferrari qui se battent derrière dans leur monde en fait. C'est ça. Mais les deux voitures sont dans les points tout le temps et c'est bien, c'est très bien. C'est ce qu'on demande à Ricciardo, c'est de continuer à apprendre, même si on n'est pas en phase d'apprentissage, mais continuer à être dans le rythme de Norris. Et effectivement, Ricciardo devant Norris, je pense que ça doit lui faire du bien et ça fait du bien à l'équipe de voir qu'il y a deux voitures qui sont constamment devant. Donc voilà, ils sont 3e, on ne peut mieux de toute façon pour McLaren. Tout à fait. Chez Ferrari, je pense que tu es d'accord avec moi, Sainz est valeureux, on va dire ça comme ça, mais c'est plutôt entre la 6e et la 9e place que maintenant on le voit, là où Leclerc vise 5-4-3, voire. Donc, Leclerc mériterait clairement un podium à la maison dans quelques jours parce qu'il a tiré tout ce que peut donner la Ferrari. Je suis désolé. Leclerc, là, alors je l'avais mis dans mes déceptions l'année dernière pour ce genre de choses, justement, dans notre bilan 2020. Là, je trouve que justement, cette année, depuis le début de saison, Leclerc fait vraiment son maximum. Et on a en fait une vraie comparaison qu'on n'avait pas avec Vettel l'année dernière, c'est que là, Sainz, il est avec la même voiture et il est, je ne vais pas dire au même niveau, mais globalement, c'est des pilotes qui se valent. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc là, face à un Sainz qui fonctionnait très bien chez McLaren, donc on sait qu'il a un potentiel, Leclerc, il est effectivement 3, 4, 5 places au-dessus. Et ça fait que, par rapport à McLaren, le duel est là.
Et Leclerc fait un boulot formidable. Et malgré tout, ça apporte cette spirale positive qui est, on le sait, très importante. On oublierait presque qu'il y a toujours Binotto qui est aux commandes chez Ferrari, parce qu'on ne le voit plus beaucoup sortir dans la presse, etc. depuis que Vettel n'est plus là. Mais quand même, chez Ferrari, il y a quand même un renouvellement, un sentiment de travail. Et bon, Sainz va rattraper Leclerc, mais je pense qu'on est d'accord. Charles est le numéro 1, non avoué. Mais je ne pense pas qu'on se tracasse de qui est numéro 1, numéro 2. Pour l'instant, chez Ferrari, on engrange des points, on est fiable, on va au bout. Et on est dans le top 10, et ça, c'est vachement agréable. Je pense que. J'ai pas vu une Ferrari en panne depuis le début de saison, vraiment grande difficulté. Donc voilà, un peu de sérénité, c'est un peu ce dont tu as besoin, Ferrari. Donc bonne chance pour la suite. On est d'accord. Chez Alpine, alors écoute, c'est très étonnant parce que, on a toujours défendu l'idée que Alonso ne pouvait pas revenir comme ça et que, hop, soudain, ce soit le triomphe absolu. Là, c'est même carrément étonnant. Je suis content pour Esteban qui est en train de s'installer dans la peau du mec solide, leader de l'équipe. Voilà, là où un Fernando Alonso qui était bien pourtant en fin de course à Portimao. Je m'en souviens, il termine sur les talons d'Esteban et voilà. Mais il avait été dominé pendant tout le week-end quand même. Et hier, alors là, il s'écroule complètement. Quand tu penses qu'il termine derrière Latifi, c'est hallucinant. Mais c'est les pneus. Visiblement, il y avait des soucis de pneus. Mais bon, voilà, après, il doit réapprendre. Non, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, Esteban, homme du samedi à Barcelone. Il a fait un travail exceptionnel. Bravo, Esteban, parce que l'Alpine elle avait l'air mieux tout de même qu'au Portugal. Même si sur les longs runs, on a vu qu'à la fin, voilà, comme tu dis, il termine derrière Latifi, Fernand. Mais c'est normal qu'il soit un peu largué. Mais non, Ocon fait du boulot. Il est dans les points au Portugal. Il est et plutôt bien d'ailleurs aussi, puisqu'il est 7ème, je crois. Il est devant Alonso. Les deux ne se tirent pas dans les pattes. Esteban n'est pas totalement annihilé par Alonso comme on le croyait, parce qu'on voyait, comme tu dis, un retour d'Alonso flamboyant avec un podium des Bahreïn, mais on en était presque à ça parfois dans certaines presses. Donc non, je trouve que le duo marche bien. C'est mal payé, je trouve, de la part du Grand Prix de voir Ocon terminer à 9ème place et Alonso s'écrouler avec 5 tours de moins. Les deux voitures, 8 et 10ème, ça aurait fait vraiment du bien. Et Alpine le mérite parce que là aussi, ça travaille et il est temps que les résultats arrivent parce qu'il le mérite. Donc bravo Esteban, vraiment super week-end pour moi. Et dommage pour Fernando, il y avait quelques tours en trop, mais ça marche bien chez Alpine. Et il disait avoir trouvé quelque chose à Barcelone, ce qui est souvent bon signe puisqu'on sait que Barcelone, c'est un endroit où si les voitures marchent bien sur le reste de la saison, ça marche aussi bien. Voilà. Dans les petits détails, moi j'ai l'impression que Vettel, ça va quand même mieux. Je le sens un peu plus. Attends, je l'explique. Attention. Non, je le sens là un peu plus proche de Stroll, un peu moins largué. Et là où il y a encore quelques semaines, il aurait été 15e, il fait 13 ou 12. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, je suis en train d'essayer de sauver un petit peu. Moi je l'aurais plutôt défendu sur les essais libres et les qualifications. Je l'ai trouvé qu'en début de week-end, il était particulièrement à l'aise au travail. Par contre, en course, il n'arrive pas encore à concrétiser. Oui, voilà. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Je l'ai trouvé bien, on va dire, sur le week-end, mais effectivement toujours décevant en course. Mais c'est vrai que les pauvres Aston Martin là sont en train quand même de. Là on voit qu'ils n'ont pas su prendre le virage 2021 et que. Mais il parlait déjà d'abandonner la voiture de cette saison. Et Vettel a dit non, il faut continuer. Il y a moyen de faire quelque chose cette année. Et puis je voulais savoir ce que tu pensais d'AlphaTauri parce qu'évidemment, alors entre Pierre qui se met mal sur la ligne de départ. C'est vrai que là, ça fait un peu regrettable, quoi. Là, c'est la preuve que ça peut arriver et qu'évidemment, même si tu es un grand champion, tu peux faire une petite bêtise qui quand même lui coûte cher. C'est dur à excuser. J'ai l'habitude de défendre Pierre parce que voilà, victoire à Monza et tout ça. Voilà, c'est quand même un petit peu dommage. On se rappelle de Fisichella qui faisait des marches arrière en Malaisie pour aller essayer de s'en remettre 3 fois. Non, là c'est un peu dommage d'un garçon comme Pierre. En plus, il n'a pas besoin de faire ça pour faire du bon travail, parce que je pense pas qu'il ait une pression exceptionnelle de la part de Tsunoda, qui n'a pas forcément non plus beaucoup de chance en ce début d'année, parce que bon, le pauvre est le seul abandon de ce Grand Prix d'Espagne. Mais Pierre, il est constant, 10e au Portugal, 10e en Espagne et 10e au général. Donc pour l'instant, il est à sa place, même si on attendait AlphaTauri comme la suite de la saison dernière, où ça a été quand même la révélation de la saison pour moi, cette équipe. Là, on rentre un peu dans le rang, c'est un petit peu une déception. On s'attendait peut-être à ce que ce soit au niveau de McLaren et Ferrari, et là ça a l'air d'être un peu moindre. Tsunoda n'est pas complètement responsable de tout ce qui lui arrive non plus, c'est des soucis techniques, il y a quelques fautes bien sûr, mais pas que. Mais Pierre là, je suis pas sûr qu'il puisse avoir le matériel aussi performant et d'être aussi à l'aise, tu vois, que l'année dernière.
Non, et alors Tsunoda, évidemment, ce qui fait gloops un petit peu, c'est sa fameuse déclaration où il sous-entend que peut-être il n'a pas le même matériel que Ouais, Gasly. peut-être un Bon, peu tôt pour l'ouvrir, hein. ouais, voilà, là, il y a quand même de la politique, de la diplomatie à avoir en Formule 1, et là, à mon avis, c'est pas terrible. Mais on peut en compter pas mal depuis de l'année, parce que je reste persuadé que les Ah mais à la déclarations de... radio, il a beau avoir Oui, l'air sympathique pour certains de nos collègues journalistes belges, parce que c'est le oui, sympathique petit Tsunoda, crois-moi qu'à la ah, radio, il y a de la censure à mettre, hein. Quand on fait les ouais, compilations de Team Radio, ouais, il est pas tendre, hein, le voilà. garçon. Non, 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 non. Sous Ouais, le ouais, non, casque, c'est ça ça. bouillonne. Ouais. Oui, oui. Mais bon, à mon avis, c'était peut-être le genre de déclaration qu'il fallait pas faire. On Non, sait que Russell, c'était peut-être pas non plus le genre de déclaration qu'il fallait faire après ouais. Imola concernant Bottas. Juste la dernière question. Alors, Bottas, qui se fait donc dépasser par Hamilton, à qui on dit plutôt, attention, il n'est pas sur... J'adore l'hypocrisie. Il est pas sur la même stratégie que toi, hein. Oui, Attention, oui, oui. Lewis arrive derrière. Bon, ça veut donc dire, barre-toi vite, laisse passer Lewis. Mais bon, comment tu as interprété le tour, on va dire, complet qu'a mis Bottas à laisser passer Hamilton? Oh, disons qu'il y avait peut-être des fritures à la radio. On sait que chez As aussi, ils ont dit qu'ils allaient améliorer la radio parce que ça passe pas bien parfois pour les drapeaux bleus. Là, je pense qu'à mon avis, ils ont dû piquer une radio chez As et la mettre dans le casque de Bottas. Non, c'était rigolo parce que à un moment donné, on a beau faire figuration, faire semblant, les faits sont ce qu'ils sont. Et ouais, c'est très très dur de défendre Bottas. Alors certains le voyaient déjà remplacé dans la saison par Russell. Je pense que là, c'est juste voilà, Non, des bruits de ouais. couloir. Et Toto Wolff n'a pas cette folie et ne va pas perdre la stabilité qu'il a avec Bottas parce que malgré tout c'est une stabilité et puis il y a 141 points au championnat constructeur et la troisième voiture ça reste quand même Bottas parce que derrière bah, des fois une fois t'as Norris, une fois t'as Ricardo, une fois t'as Leclerc, une fois voilà, donc Bottas il a encore un peu cette marge de derrière moi c'est un peu la folie peu importe qui est Ouais. derrière, moi je me serais toujours bien contenté d'une troisième place. Malheureusement il n'a pas intérêt de l'ouvrir quand il va gagner son Grand Prix annuel en Russie parce que encore une fois Oui. ça rattrapera pas tout quoi. Mais bon, c'est Ouais, quand tout à même une fait. deuxième voiture qui est là, bah, faute de mieux, mais ça fait un peu ridicule quand Ouais. même. Tu te dis, est-ce que Russell dans cette voiture, hein, est-ce que Oui, 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 la oui, question on est est d'accord. légitime, mais Voilà, ouais, exactement. see you l'année prochaine, Georges. Voilà. Bon, allez, on va enchaîner. C'est Un tout petit pour cette mot. page Ah, F1. je voulais juste Vas-y. dire un petit mot quand même, Ah, parce qu'on qui? n'a pas parlé beaucoup du bas de tableau, mais juste chez Alfa Romeo, on a parlé un peu de Hmm, la mésaventure de Giovinazzi, mais Raikkonen qui a fait une stratégie totalement unique, où il est resté hmm. près de 45 tours avec les médiums depuis le départ, il avait du graining, il était nulle part, et à la fin il a réussi à faire un deuxième relais en tendre pour terminer 12e, et entre la 8e et la 13e place, il y avait un bunch up à la fin de la course, c'était vraiment un peu la folie, donc ça aurait pu payer, donc on s'est un peu moqué de Hmm. lui, mais quand même Raikkonen qui a tenté quelque chose, ça n'a pas payé, mais 12e, c'était quand même à tenter vu qu'il a Oui, rien à oui. perdre avec l'Alpha. Juste ça Ouais, ouais, non, t'as, à t'as- t'as relever. raison. On pensait qu'il allait être complètement dans les fraises, mais finalement, il fait 12, Ouais. effectivement. Il Et est entre les ça deux pouvait Aston marcher. Martin, pas si mal. Ouais, ouais, exactement. Non, t'as raison, t'as raison. Bon, allez, drapeau blanc, Maxime, parce que c'est notre deuxième partie que l'on va ouvrir. On va parler Formula I et IndyCar. Alors, la Formula I, bah, en fait, il y a une liaison évidente avec la Formule 1. C'est qu'effectivement, la Formula I donc, est arrivée à Monaco. On parlait la dernière fois du Grand Prix de Monaco historique. Il y a eu la Formula I à Monaco. Il y aura le Grand Prix F1 dans 15 jours. C'est vrai qu'il y a un mois là, exceptionnel à Monaco. Alors, je m'adresse bien évidemment aux commentateurs émérites de la RTBF de la Formule électrique. Comment tu as trouvé ce rendez-vous de Monaco en Formula I, le tracé du circuit, les sensations de vitesse ou de course, le scénario des événements. Vas-y, livre-nous ton analyse pointue. Alors, pour vous donner un petit peu ce qui s'est passé du côté de Monaco, c'est la seule et unique fois de la saison. On aura non pas de double header, donc il y avait une seule manche le samedi. Donc il a fallu se lever tôt, on a fait du café ce samedi matin pour suivre la première séance d'essai libre à 8h du matin, la deuxième à 10h, où dans les deux séances, les deux Jaguars étaient aux avant-postes. Donc Evans et Bird avaient dominé, on s'est dit c'est bon, c'est plié, il y a une pole pour Jaguar. Sauf que la température a vachement augmenté sur la journée, on est passé d'une piste à 20 degrés à 37 degrés pour la course. On rappelle qu'en Formule E, c'est des pneus qui sont sculptés, uniques, et quand c'est 2 jours de course, ils ont 8 pneus, pas 8 trains, 8 pneus. Par contre, quand c'est sur une journée, ils n'en ont que 6. Donc il fallait gérer ça. Bon, première fois aussi de l'histoire qu'on utilisait le Grand Prix complet. Avant, on prenait Sainte-Dévote, tu sais, on descendait à droite, on arrivait jusqu'à la chicane du port. Oui, c'est Donc ça. 3 km 3, seule modification par rapport à la F1, la chicane du port, justement, où on avait un petit Oui. espace sur l'extérieur, on n'allait pas vraiment longer le rail.
Une qualification qui a été très intéressante où on a eu un Mitch Evans qui a été, mais alors, tu vois, Jean Ragnotti avec sa Clio dans tous les sens, ça rappelait un peu ça, tu vois, il a tartiné et il a échoué très très près de la pole, qui est revenu à Robin Frijns, à Dacosta, et devant on a eu justement une course où il y a eu une seule safety car pour l'abandon de René Rast qui a eu un souci, qui a tapé le mur, une course plutôt propre, plutôt disputée, et surtout un revirement au niveau du championnat parce que les deux Mercedes qui étaient en tête, donc Nick De Vries, le néerlandais, et Stoffel Vandoorne, eh bien, ont fait 0 pointé, puisque Nick De Vries est parti avec 40 places de pénalité, et il y a eu un petit accrochage au départ à l'épingle du Loves, où Stoffel était le seul qui est resté bloqué derrière les deux voitures endommagées, parce qu'évidemment la chance de Stoffel Vandoorne est ce qu'elle est. Donc on est content chez Mercedes. Par contre, du coup, ça a chuté au niveau du classement, et ceux qui en ont profité à l'issue de la course, c'est les Techeetah qui ont fait un excellent travail. Victoire de Dacosta. Alors on a eu 5 changements de leader. C'est passé entre Dacosta et Robin Frijns qui se sont donné, LFB, mais une bagarre magnifique. Autant derrière, c'était un peu plus la procession, c'est Monaco, mais alors devant, il y a eu des freinages, il y a eu des dépassements. Alors évidemment, il n'y a pas de DRS en Formule 1, mais Sainte-Dévote, il y a eu des plongeons à Sainte-Dévote, des plongeons à la piscine, sans jeu de mots, des plongeons aussi à la chicane du port, même au portier où c'était parfois très très chaud. C'était très beau comme spectacle. Une course de 45 minutes, une seule intervention de la safety car en fin d'épreuve, mais l'attaque mode était à Massenet après la montée, juste dans le droit devant la place du casino. Il fallait bien aller à l'extérieur. C'était tellement compact que tu savais que si tu prenais ton attaque mode, tu perdais au moins 2 places. Et pour les reprendre avec l'attaque mode, ça crée une différence incroyable. Donc, pour rappeler, l'attaque mode, 35 kW supplémentaires. Donc, on passe en gros de 280 à 320 chevaux, pour vous donner un petit peu une comparaison thermique. Et donc Dacosta et Frijns se sont battus non-stop avec des dépassements, des blocages de haut, enfin c'était magnifique. Derrière, tu as Mitch Evans qui a conservé sa 3e place, et surtout on a eu quelques remontées. Jean-Éric Vergne qui termine 4e et qui fait donc le bon résultat pour DS Techeetah. Et au classement général, eh bien, on a donc Robin Frijns qui prend la tête des opérations devant Nick De Vries qui a fait 0 pointé mais qui est toujours 2e du championnat. Preuve qu'en Formule 1 tout peut changer. Donc Frijns 62 points. De Vries 57, Mitch Evans 54, Dacosta, donc le champion en titre, 52, qui s'est donc imposé, et Bird 49. Donc on a perdu Stoffel Vandoorne qui est juste derrière. Du côté des Français, j'ai dit donc 4e place pour Gève sur la Techeetah, et Norman Nato sur la Venturi. Alors Venturi, il termine 13e, Norman, mais c'est surtout la seule écurie de course monégasque en sport auto. Venturi est basé à Monaco, c'est vrai. avec l'un de ses patrons belges, Jérôme D'Ambrosio, qui habite à 200 mètres. Donc lui, en gros, il fait le lien avec l'équipe, et Suzy Wolf, qui est donc la femme de Toto Wolff, qui elle est en Angleterre, gère un petit peu à distance. Donc Venturi qui n'a pas trop porté les couleurs de Monaco sur cette épreuve, mais il y avait du soleil, il y avait du challenge, il y avait des dépassements, c'était magnifique esthétiquement. On vous insère des photos ici en dessous quand on en discute, mais globalement on a eu de très belles images, et de la course, et de la belle course. Donc voilà, une pole qui avait été faite en 1 minute 31, donc ça paraît beaucoup par rapport à ce que fait une F1 ou une F2, mais c'est pas parce que c'était plus lent que ça manquait pas de spectacle. Tu vois, moi j'aime bien regarder la Clio Cup parce qu'ils sont 40 et que c'est la folie. Ça va pas à 300 à l'heure, mais c'est ça. Voilà. Donc ce compromis, tu vois, était assez intéressant, et on n'a pas été trop gêné justement par ce manque de performance par rapport à une F1, parce que est-ce qu'on peut, enfin je sais pas ce que tu penses, mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui comparer une Formule 1, une Formule E, à part le halo? Les pneus, c'est pas la même chose, les freins, la régénération, voilà, il y a quasiment plus rien à part le fait que ce soit une monoplace. Mais c'est la preuve aussi qu'on sait gérer malgré tout sur un long circuit. 3 km 3, c'est le 3e plus long de l'histoire. Et que désormais, on peut espérer peut-être voir plus de circuits longs arriver, et des circuits en tout cas plus traditionnels, ce qui mettrait un peu plus facilement l'organisation sur des tracés connus. Donc un très bel e-prix à Monaco, et on se donne rendez-vous du coup pour la suite. Ce sera le 10 et 11 juin, ou 9 et 10 juin, je ne sais plus. Et là on sera au circuit Abed à Puebla. Alors Puebla au Mexique, rappelez-vous, c'est là où il y avait les courses de WTCC il y a 10-15 ans là. C'est un ovale si tu veux, et il y a un petit midfield qui est dessiné, mais alors ils vont nous mettre des murs parce qu'ils aiment bien mettre des murs en Formule 1. Je me demande pas pourquoi. Il y avait un mur à Valence, il a fallu que Stoffel Vandoorne se le prenne. Enfin, tu vois un peu l'idée. Et voilà, donc on a hâte de voir ce que ça va donner à Puebla. Et donc on aura un e-prix qui sera double header, comme ce sera le cas encore une fois sur les dernières manches. Donc il y aura Puebla, New York, Londres et enfin Berlin au mois d'août. Donc voilà, saison très intéressante. C'est toujours à suivre d'ailleurs sur Ovio pour les amis belges et français. Si vous avez un numéro de smartphone belge, vous pouvez vous inscrire et le suivre aussi. Parce que je compatis avec mes compatriotes français pour suivre la Formule 1. Il faut de la patience au niveau des oreilles. C'est pas toujours facile. Mais voilà, en tout cas, en Belgique, on vous accueille si vous voulez suivre tout ça sans trop de difficultés. En tout cas, voilà, avec mon collègue Cédric Lisin, on prend beaucoup de plaisir à se retrouver le week-end, et on l'espère, les spectateurs aussi. Voilà. Bon, écoute, super, merci pour ce résumé complet de Formule 1 à Monaco, ça le faisait bien, ça c'est vrai. C'était beau. Alors, on parle de double header, il y en avait un aussi en IndyCar du côté du Texas avec
ce circuit qui, moi, me fait toujours un petit peu frémir. Alors, il me fait moins frémir que Pocono, parce que le problème de Pocono, il est moins séduisant comme dessin, mais il se passe toujours des trucs graves. C'est impressionnant, ouais. Ouais, c'est ça. Alors que le Texas, il se passe toujours des trucs chauds, mais ça reste une intensité qui est fabuleuse, mais on frémit à chaque tour, franchement. Et là, tu as frémi comme moi au départ de la deuxième course. Hein, frémi ou j'ai eu une grosse flip, hein, comme on dit vulgairement. Oui, c'était chaud. On a eu peur. Attends, c'est Connor Daly qui est passé sur le je toit. Crois, oui, c'est lui. Oui, c'est ça, qui est passé à l'envers. Bon. Voilà, alors pour reparler 2 secondes de la Formule 1, on sait qu'il y avait eu 6500 spectateurs à Monaco, il y en avait eu aussi pas mal aussi au Texas, c'était agréable à voir. Malgré tout, ils n'étaient pas trop près des barrières, et tant mieux parce que c'est monté assez haut aussi au moment du départ, on a eu peur. Voilà. Non, très grosse frayeur, et puis un double week-end qui a été intéressant pour un certain Scott McLaughlin, hein, parce que je sais que tu as alors tu penses bien que... Ah, j'ai pensé à toi, j'étais là genre, s'il va nous faire un top 3, l'ami Scott, j'ai pensé à toi pendant toute la course, je me suis dit, il a pas mené un tour. Par contre, il n'a pas mené un seul tour encore, mais par contre, il fait deuxième et voilà, chapeau quand même, ça fait du bien. Et alors, évidemment, la première course, on le sait tous, elle a eu lieu en pleine nuit pour nous à l'heure européenne. Donc là, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas vu en direct. Mais quand je vois le résultat, que je vois que McLaughlin est 2... tu regrettes. Oui, voilà. Et puis, alors, au niveau même géopolitique, si j'ose dire, 2 Néo-Zélandais aux 2 premières places, qui ont le même prénom, Scott, et tu peux pas t'empêcher de penser qu'il y a un peu le ténor et puis l'héritier peut-être. Quelque part, peut-être. Ouais. Donc les 2 Scott, les 2 Néo-Zélandais, un McLaughlin qui débute, qui fait 2 sur ovale. Oui, j'avoue que je m'y attendais pas forcément à ce point-là. Oui, parce que, attends, on a eu un routier, un urbain et 2 courses sur ovale. Donc là, on a un peu un global de tout ce qui s'est passé pour McLaughlin en termes de circuit. Donc c'est pas mal. Et comme il fait bien aussi le lendemain pour la deuxième course, j'ai le sentiment que McLaughlin sera un bon pilote d'ovale. Et ça, j'ai pas son classement de la deuxième course. Il fait quoi, 13e, non, de mémoire, quelque chose comme ça, non? Je me demande s'il fait pas mieux quand même. Mieux que ça, peut-être top 10. Ah oui, non. Mais je crois qu'il fait top 10. Top 10, c'est ça, oui, pardon. Je me trompe avec Simon, je crois. Voilà. Là où Simon fait que 10 lors de la première course, mais effectivement, il fait mieux aussi lors de la deuxième, etc. Donc, effectivement, McLaughlin là nous a quand même montré que chez Sipensky l'a pris comme ça de manière très rapide, c'est peut-être pas par hasard, et il y a vraiment une grosse marge de progression pour lui. J'étais content, j'étais amusé, mais comme tout le monde, façon Hamilton en F1, de voir que Dixon, c'est encore du Dixon. Quoi. Dixon, j'ai noté sur l'ensemble des tours, il a mené 206 tours sur la première et 163 sur la deuxième. C'est énorme. C'est énorme, c'est incroyable. C'est le boss, c'est le solidité. C'est le patron qui gagne dès le 3e rendez-vous de l'année, qui termine dans le top 5 à chaque course, qui est en tête du championnat déjà, et dont l'efficacité, la capacité à maximiser tous les ingrédients pour aller chercher le meilleur résultat possible fait. Alors, j'ai une question pour toi, justement. Tu dis qu'il est exceptionnel, mais est-ce que le New Garden qu'on avait l'année passée n'est pas Pato O'Ward cette année? Parce que je trouve qu'il est vachement impressionnant tout de même. Même s'il est bon, les chiffres parlent facilement, il est deuxième du championnat, etc. Mais on a un moteur Honda face à un moteur Chevrolet, on a quand même Ganassi et McLaren. Je trouve que c'est alléchant, tu vois. Je me dis, New Garden est un peu en retrait, bon, il est pas si loin que ça, mais quand même, Howard, c'est bien, c'est le futur, quoi. Face à Dixon, c'est une bonne échelle de mesure. Moi, je dis que là, il y a 4 pilotes qui sont en train un peu de crever l'écran. Alors, j'ai envie d'inclure McLaughlin parce que il vient du Supercars, que c'est quand même un transfert à sensation, et que le fait de faire 2 quand même dès sa première grande course sur ovale au Texas, super. Mais il faut bien avouer que devant lui encore en potentiel, je mets Rinus VeeKay, je te le dis sincèrement, voilà. Et je mets surtout donc Alex Palou et surtout Patricio Howard. Voilà, on est bien d'accord. Là, on a quand même de la méga graine de grands champions. Alors, Howard, une preuve supplémentaire, c'est que là où Rosenqvist n'existe pas cette année chez McLaren, Howard est clairement un ténor qui tout de suite a su s'imposer. Et donc, pareil, Rosenqvist par rapport à l'année passée, il est nulle part. Hein. Oui, c'est incroyable. Très curieux. Là, je suis très étonné. Alors, admettons que ce soit Pato Howard qui ait pris le pouvoir, ce qui est effectivement le cas. Il a donc gagné la deuxième course du Texas. On le sentait venir, ce succès. On voyait bien que c'était imminent. Et moi, j'adore ce début de saison parce qu'effectivement, entre Palou et Howard qui ont chacun une victoire, donc la jeune garde, elle est là. Colton Herta, qui n'est plus déjà un petit jeune, mais qui est
un futur crack qui en est déjà un. Voilà ce que je pense. Il est à maturité sincèrement. cette année, je pense. Voilà, Martin, c'est ouais. ça. Et tu rajoutes évidemment la vieille garde, symbolisée par Dixon, mais à laquelle on pourrait mettre Power. Power qui a le même nombre de points que McLaughlin, hein, soit dit en passant. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Alors, dans la vieille garde, je mets même plus Hunter Ray, qui pour moi n'y est plus non plus. Et Canaan qui est revenu. Tu as vu ça? Oui, Canaan, c'est toujours incroyable. là, qui nous fait encore sa tournée d'adieu. Non, on va bientôt mettre Simon et Newgarden dans la vieille garde. C'est-à-dire et Sébastien. Et Sébastien, voilà, des fidèles qui sont solides. Qui sont des ténors, voire des champions, et à qui, évidemment, faut pas. On attend Jimmy Johnson, mais je pense qu'on risque de l'attendre longtemps, malheureusement. C'est dommage pour une star comme ça. On attend Romain Grosjean. Oui, qui va revenir. Donc on a hâte de voir ça aussi. Donc voilà, je trouve que le début de saison est vachement excitant et vachement ouvert. Et ça se traduit de toute façon par le classement où tu as en 50 points 6 pilotes, avec je vois Pagenaud qui est à 102 points. Penske est bien. Et quand tu regardes aussi au niveau des moteurs, c'est quand même équivalent parce que tu as. Bon, je regarde au classement global, hein, m'en voulez pas, mais Honda, Chevrolet. Tu te dis quand même, on verra Indianapolis parce que c'est souvent aussi une manière de mesurer quel moteur est véritablement devant, parce qu'Indianapolis, ovale, hein, les 500 miles, j'entends bien, avant, on passera par le routier, mais on va voir s'il y a vraiment une grosse différence sur un circuit comme Indianapolis. Mais en attendant, jusque-là, c'est ouvert, c'est disputé. Les courses sont spectaculaires, faut être honnête. Il y a des nouveautés technologiques aussi, je suis désolé, mais sur les circuits où tu avais la prise d'air au-dessus du halo sur certaines voitures, à Saint-Pétersbourg, parce qu'il faisait très chaud, tu te dis, bon, ça peut être cool aussi de voir qu'on évolue et qu'on continue à travailler. Donc, les voitures sont belles, les pilotes viennent de partout dans le monde, les circuits sont intéressants. Je suis désolé, les circuits sont dangereux. Il y a des circuits dangereux malgré tout qui s'annoncent. Non, je vais pas lâcher l'IndyCar cette année, clairement pas. Surtout avec. On est bien d'accord. Pas que pour Viquet, bien sûr, notre ami néerlando-belge. Mais non, en fait, je me suis pris d'amour pour les pilotes français qui sont arrivés là-bas et qui ont un peu amené aussi la discipline en France. Moi, je vois Simon Pagenaud qui participe à un podcast qui s'appelle le Racing Café. Je salue mon ami et compatriote Michael Duforet. Je trouve que voilà, l'accessibilité de ces champions est quand même assez importante. En F1, on l'a un peu plus accepté et établi, mais voir des gens qui sont vraiment reconnu aux États-Unis et qui arrive à s'exporter, c'est le cas aussi pour McLaughlin. Il vient pas de France, mais il vient un petit peu aussi de l'autre bout du monde dans un sens. Donc voilà, c'est génial et je te dis, voilà, cette saison elle est vraiment intéressante. Suivez l'IndyCar, vraiment. Bah oui, et 2 petits messages personnels pour terminer, Maxime, si tu veux bien, sur l'IndyCar. D'abord, félicitations à Simon, qui est donc devenu papa. Je ne sais pas si tu as vu passer l'info. Je n'ai pas vu l'information, félicitations. Voilà, donc Simon qui s'était marié l'an dernier avec la charmante Hailey, que j'avais eu le privilège de rencontrer il y a bien des années déjà à Daytona, aux 24 heures, où ils étaient déjà en couple, on va dire. Mais donc, un petit Marley Pagenaud est né, là, je crois que c'était le 5 mai dernier. Donc, évidemment, j'adresse via cette antenne toutes mes félicitations aux parents, et ça doit être évidemment un très très grand bonheur qui va, je pense d'ailleurs, encore plus motiver Simon. Et puis du côté des Bourdais, je me permets de te dire qu'ils ont fêté cette semaine leurs 15 ans de mariage, et je me permets de dire que j'avais été invité au mariage de Sébastien et de Claire au Mans. Il y a donc 15 ans de cela, ce qui m'avait permis accessoirement de croiser, serrer la main et voir monsieur Paul Newman en personne, qui était là, qui était venu. Et écoute, on n'était que 3 journalistes, pour tout te dire, invités à ce mariage. Donc ça reste un souvenir assez ému. Je remercie vraiment encore Sébastien et Claire de m'avoir invité. Et voilà, leurs 15 ans de mariage, là aussi, je leur souhaite que du bonheur, hein, on est d'accord. Encore pour 15 ans et même plus. Voilà, c'est ça. Écoute, de beaux messages et des belles choses aussi. Donc, vivement le futur. On reparlera pour l'épisode de 4000 de Green White Shaker dans 2030, 2040. On fera du karting peut-être du côté de Marley, Pagenaud. On verra ça. On verra bien. Bon, et bien, chers amis, merci d'être toujours avec nous. L'émission n'est pas terminée. Green White Shaker va maintenant ouvrir sa dernière partie, le drapeau à damier. Et nous allons parler BTCC Supercars. Et je crois que ça va vous intéresser aussi. Allez, Maxime, tu vas commencer la dernière partie, parce que le BTCC, je sais que tu es picousé, comme on dit chez nous, au BTCC. Et effectivement, on adore ce championnat. Il y a toujours 3 courses par meeting.
Toujours 3 courses par meeting, toujours 10 meetings par an. Le public arrivera pour la prochaine manche à Snetterton. Ça, c'est une première bonne nouvelle parce qu'on sait que l'Angleterre a un peu restreint certains déplacements, mais sur leur territoire, c'est positif. Oui, on a pris un mois de retard, mais on a quand même eu un début de saison à Thruxton, le circuit le plus rapide d'Angleterre. Hein, c'est comme ça qu'on le prénomme et qu'on le surnomme surtout. Alors, je vous fais un petit bilan de ce qui s'est passé avec pas mal de changements qui n'étaient pas initialement prévus, notamment la présence de Dan Cammish qui était reparti à ses premiers amours en Porsche Super Cup Angleterre, mais qui finalement est venu faire un remplacement en urgence chez Honda, donc il a plutôt bien fait puisqu'il nous fait un beau podium, l'ami Dame. Disons que c'est pas lui qui a fait le spectacle ce week-end, c'est plutôt Jake Hill du team de Martin Brundle qui a fait un podium, 3ème place sur les 3 courses. Alors, 3 courses en une journée, une le matin, une le midi, une l'après-midi, les qualifications la veille, la course avec la grille inversée pour la 2e manche, ça nous donne toujours beaucoup de spectacles en BTCC. Oui. La pluie en Angleterre, évidemment. Le champion en titre Ashley Sutton sur la Infinity, pardon. Je sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai parlé de TCR aussi avant, donc je suis un peu perdu. Notre ami Ash Sutton qui fait la pole, qui part devant Turkington, qui s'élance parfaitement bien, mais qui se fait mettre en tête à queue dès le premier virage par Turkington. Donc bilan catastrophique pour BMW, qui est désormais l'usine BMW, hein, c'est plus WSR. C'est quasiment un 0 pointé, leur premier pilote est 7ème au championnat, c'est Turkington, par un podium, alors qu'ils étaient vraiment bien placés, que ce soit lui ou Oliphant, ça n'a pas fonctionné pour BMW ce week-end. Celui qui a crevé l'écran, encore une fois, c'est Josh Cook. Josh Cook qui a 2 victoires, la première et la 2e course. Suite à l'échauffourée entre Turkington et Sutton au premier round, 17 secondes de pénalité pour Turkington dans la 2e, donc ça a été très compliqué aussi à mettre en place pour BMW. Donc on oublie BMW de ce week-end. La 2e course a été marquée par un énorme crash au moment du départ. Les voitures ont beaucoup de mal à mettre les pneus en température parce qu'il y avait beaucoup de vent et il n'y a pas beaucoup d'arbres ni de barrières. Hein. À Thruxton, c'est quasiment un champ avec un ovale dessiné dessus et 2 chicanes. C'est ça. Pour vous donner un petit dessin, à part le complexe au moment du départ. Et donc il y a eu un gros crash qui a été généré, en tout cas la responsabilité en partie pour ce bon vieux Andy Neate. On en avait parlé l'année passée alors qu'il roulait chez Motorbase, avec la Ford rouge, hein. Il avait fait mettre un autre pilote en tonneau. Il a emmené Geddy dans les rails et il a pris aussi la pauvre Jade Edwards qui était revenue pour piloter cette année avec une Civic en pleine campagne, hein, saison full. Les 3 voitures dans le mur, un tonneau pour Geddy. On a eu très peur, heureusement tout le monde va bien. Beaucoup de carbone, vous allez voir qu'il y a des carrosseries à redresser. Donc le bilan global, Josh Cook, victoire en première course et en 2e course. Ash Sutton gagne la 3e, heureusement avec la qualification, il ne perd pas tout son week-end quand même. Tom Ingram avec la toute nouvelle Toyota Corolla, qui est donc désormais soutenu officiellement par Toyota Angleterre, fait 2e lors de la première course. Il a un crash dans la 2e où il se sort tout seul et malheureusement il abîme la voiture et la voiture n'était plus tout à fait la même. Ils ont gros boulot de carrosserie aussi chez Toyota pour repartir pour la 3e course. Dan Cammish 2e de la 2e. Et dans la 3e course, mon cher LFB, qui on retrouve sur le podium, l'increvable Jason Plato, qui courait sa 600e course de BTCC, qui est en lutte cette année pour aller chercher sa 100e victoire. Quand même. Les garçons roulaient, j'étais pas né en BTCC, je crois. Non, j'exagère à peine. Mais voilà, donc Jason Plato avec une Vauxhall privée qui n'est pas forcément non plus la voiture la mieux développée, il a montré qu'il avait encore il a des belles réserves dans son sac à dos. Et donc voilà, le bilan il est plutôt correct, notamment donc pour Josh Cook, pour Jake Hill qui prend donc pour un petit point la tête du championnat. Donc le team de Martin Brundle qui n'a pas toujours été aux avant-postes avec la Mercedes, ça marche bien. Ils ont été constants et ils en sont récompensés. 2e place pour donc Josh Cook sur la Honda. 3e place pour Plato, donc il est 3e du championnat, le garçon quand même. Ash Sutton, champion d'Angleterre en titre, se retrouve 4e avec donc l'Infinity. Dan Cammish pour une pige, peut-être sera-t-il encore là à Snetterton, mais on ne sait pas. Et pour l'instant 5e du championnat devant Tom Ingram sur la Toyota. La BMW Turkington, je te l'ai dit, 7e. Et ensuite Robotom, Oliphant et Jack Goff. Si on prend le bilan au niveau des modèles de voitures, parce qu'il y a toujours, tu sais, une pénalité de poids. Donc à part la première course, on met toujours des pénalités de poids au fur et à mesure du week-end. On a une Mercedes, une Civic, une Vauxhall Astra, une Infinity, une 2e Honda, mais ensuite une Toyota, une BMW. Donc disons que sur les 7 premiers, il y a 6 voitures différentes.
Donc ça marche plutôt bien en BTCC, surtout qu'il y a 30 bagnoles au départ. Donc ça promet en tout cas un très très beau début de saison, très ouvert. La jeunesse prend un peu l'avantage avec Cook, etc. Donc c'est plutôt sympa. Et Jake Hill qui est vraiment sur un nuage en ce moment. Donc bilan de ces 3 courses, Hill en tête pour le moment. Prochaine manche, les 15 et 16 mai, ce sera à Snetterton. On en reparlera dans le prochain épisode de Green White Checkered avec, on l'espère, du public. Ça fera du bien. Et puis Snetterton, ce sera la version 300, donc la semi-longue, on va dire. Donc avec des longues lignes droites où le moteur va être important. Et c'est là où, notamment au niveau du départ, les BMW vont peut-être faire un peu mieux qu'ici, où certes elles étaient rapides, mais un peu trop au point de foutre dehors les autres. Donc voilà pour le bilan de ces 3 courses plutôt humides. On a pris du retard aussi pour refaire les barrières sur un très très long meeting, parce que comme tu le sais, sur les meetings de BTCC, il y a de la Formule 4, il y a de la Clio, il y a de la Ginetta. Enfin, c'est très compliqué comme journée. On prend souvent du retard sur l'horaire. Globalement, il faut allumer les phares pour la dernière course à 18h pour le BTCC. Mais voilà, un super week-end et le BTCC fidèle à sa tradition. Une autre discipline qui a été spectaculaire, eh bien, c'est le supercar. Tu vas nous en parler maintenant avec The Ben qui a été au programme. Ça continue dans un championnat qui s'organise toujours avec des normes Covid un petit peu délicates aussi. Oui, bon, ils y arrivent quand même en Australie, mais il y a des points communs avec le meeting de Folkestone en BTCC, puisque la première journée, bon, il y avait 3 courses au programme aussi, une le samedi et 2 le dimanche, les courses 9, 10 et 11 de l'année, et le samedi, il pleuvait aussi, et c'était un peu en fin d'après-midi, ce qui fait que quand tu vois les images de l'arrivée, tu as l'impression que ça y est, il fait nuit, alors qu'en fait, il est 16h heure locale, mais alors c'est vraiment, le plafond est très très bas. Donc on a eu beaucoup de premières ce week-end, et ça a été très sympa, puisque la pole position de la première course a été signée par André Heimgartner. Ça te dit peut-être pas grand-chose, Heimgartner, c'est quand même un bon outsider qui est un peu le chef de file de l'équipe Kelly, qui maintenant s'appelle l'équipe Kelly Grove. Et donc, Heimgartner a su tenir bon et a su aller gagner sa première course. Donc, c'est quand même à noter. Voilà, la première course dans sa carrière d'André Heimgartner, bravo. Alors, premier tour exceptionnel, Maxime, puisqu'il loupe son départ. C'est Chaz Mostert qui prend le meilleur envol et qui est en tête sur les 3 premiers virages. Mostert se loupe dans le 4e virage. Anton De Pasquale passe avec donc la DJR, on va dire la voiture de McLaughlin l'an dernier. Sauf que 2 virages plus loin, De Pasquale, pareil, trop large. Et Heimgartner prend le pouvoir. 3 leaders différents dans le premier tour. Pas mal, hein. Pas mal. C'est pas toujours qu'on a ça. Bon, donc Heimgartner a réussi à tenir bon. Donc première victoire pour lui. Le lendemain, première pole pour Anton De Pasquale, qui signe les 2 pôles pour les 2 courses du dimanche. Et De Pasquale, comme Heimgartner la veille, réussit sur sa lancée à remporter la 2e course du week-end. Donc là aussi, un moment assez émouvant, puisque ça y est, on va dire l'après McLaughlin, on va dire, peut commencer. Hein, voilà, De Pasquale a gagné sa première course. Et Will Davison, son coéquipier, fait 2. Donc en plus, c'est un doublé de DJR. Et où sont les Triple Eight dans ce cas-là? Tu vas me dire, ils sont 5, 6e, 7e, pas terrible. Un peu en dedans, là, le duo Van Gisbergen-Whincup qui va chercher les top 5, mais pas mieux. Voilà, ce sont les Ford qui dominent. Et d'ailleurs, c'est bien aussi une Ford qui va gagner la 3e course. Donc 3 courses, 3 victoires Ford. Et un 3e vainqueur différent, puisque De Pasquale avait tout pour enchaîner avec une 2e pole. Et dans la foulée de sa victoire, on le sentait évidemment plus que motivé à enchaîner. Sauf que là, incroyable, problème moteur. Et il abandonne piteusement dès le 3e tour. Tu vois, c'est vraiment là très malchanceux pour lui. Ce qui fait que c'est Cameron Waters qui a récupéré la mise. Oui. Et Cameron Waters, ça te dit quelque chose, c'est quand même un grand outsider du championnat. Donc, 3 Ford qui gagnent, 3 pilotes différents, 3 équipes différentes. C'est vrai que ça a été un week-end. Mais figure-toi que celui qui gagne le meeting. Oui, j'allais dire, du coup, qui gagne le meeting, parce que c'est assez ouvert. Qui gagne le meeting au nombre de points marqués, c'est Shane Van Gisbergen. Incroyable. Parce que globalement, il fait 3 x 5, on va dire ça, en moyenne. Là où les autres, soit gagnent, soit comme De Pasquale abandonne. Enfin, tu vois, à chaque fois, il y a eu quelque chose. Donc, celui qui a été le plus constant, c'est Van Gisbergen. Eh bien, tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est aussi comme ça qu'on construit des futurs titres. Hein, voilà. Et il a donc augmenté son avance sur Whincup au championnat. Il en a 190 points maintenant d'avance. Donc, Van Gisbergen a su, mine de rien, capitaliser sur un week-end qui pourtant a été très difficile dans l'équipe Triple Eight. Et au niveau des petites news de la discipline, tu te souviens que la dernière fois, je t'avais dit que donc l'annonce d'une wildcard à Bathurst entre le vétéran Russell Ingall et un jeune pilote qui pourrait être son fils avait un peu fait parler d'elle. Bon, et bien figure-toi que ça a donné des idées à quelqu'un, et le grand patron de Boost, l'entreprise Boost Mobile en Australie, s'est mis dans l'idée d'offrir une voiture littéralement à deux mecs qu'il adore.
Greg Murphy d'abord. Ah oui. Greg Murphy, hein, je te présente plus. Oui, non, mais c'est quoi? On est dans les années 90 quasi là. Bah, c'est ça. Alors, c'est la même époque que Russell Ingall quand même, que Oui. Marcos Ambrose, que Mark Scaife et Craig Lowndes. Tu vois, Ouais, c'est c'est vraiment 2000, quoi, oui. Voilà. Là, il y avait un quintet majeur en supercars qui, pour beaucoup, et un peu pour moi, je dois l'avouer, reste l'âge d'or du supercars. Ouais. Franchement, là, on avait 5 superstars qui, tous les week-ends, se battaient. Bon, donc Greg Murphy, un néo-zélandais fabuleux, je l'adore. Bon, bref. Et il serait associé, et ça, tu t'en souviens beaucoup mieux, à Richie Stanaway. Oh oui. Alors, Stanaway, ex-prodige du sport automobile mondial. Attends, il roulait aux États-Unis, non? Alors, Stanaway, moi, je l'ai connu en Formule 3.5. Ouais. Je l'ai vu partir pas en Indy Light ou en Formule Toyota aux États-Unis. Là, j'ai un doute. Bon, excusez-nous. Mais oui, non, on peut pas. On n'a pas tous les palmarès dans la tête, mais. Ouais. Son nom se met avec les États-Unis aussi après la Formule Renault. Ouais. En Europe, où moi, on m'en parlait du côté des équipes Dams, tout ça, Art, où on le voyait bien que là, il y avait un mec. Renault Sport à l'époque des World Series, ouais. Mais il a eu un gros accident, ce qui fait qu'hélas, ça lui a mis un coup d'arrêt. Il n'a donc jamais été plus loin que la Formule 2. Voilà, il faudrait voir d'ailleurs quel est son palmarès. GP2 à l'époque. Hein, ouais. Oui, j'ai vu, voilà, GP2 en Formule 2. Non, mais ça me revient petit à petit, tu fais le... Tu connectes les souvenirs. Voilà. Ensuite, il est passé en WEC, en GT. Ça, oui. En GT Pro, sur Aston Martin, je m'en souviens très bien, de Stanaway. Où là, bon, il n'a pas crevé complètement l'écran. Et il est retourné au pays, puisqu'il est néo-zélandais, mais en supercars. Et là, incroyable mais vrai, il n'a réussi rien du tout. Il s'est mis à dos tout le paddock avec une attitude jugée souvent complètement lamentable. Ouais, et puis aucun respect d'obligation, de communication, de marketing. Enfin, il envoyait chier tout le monde. Voilà, on va se parler franchement entre nous. C'est le Kimi sans la sympathie, quoi. Voilà. Et il a annoncé comme ça, un jour, en plein milieu de l'année 2019, qu'il prenait sa retraite et que c'était fini, le sport automobile, il se barrait. Bon, donc un destin un peu étonnant, mais il reviendrait pour cette wildcard à Bathurst, parce qu'apparemment le deal est fait. C'est ce que a dit James Courtney, en tout cas, puisque Boost est son sponsor, donc il doit avoir des infos. Et donc, il y aurait donc cette association un peu étonnante entre un Murphy, alors je crois Murphy, il a 48 ans, je crois, il n'a pas fait une course depuis 5 ans, et un Stanaway qui avait envoyé balader tout le monde, mais donc les deux reviendraient à Bathurst. Ils ont intérêt de les mettre dans le dernier box, tu sais à l'entrée des stands où il n'y a pas... Voilà. Ah ouais, bonne ambiance. Ah oui, non, mais il y a toujours des petites nouvelles intéressantes en Australie où effectivement quelques personnalités s'expriment. C'est toujours assez amusant. Donc voilà, mes petites news. Il n'y a pas trop de langue de bois semaine. non plus. Hein. Il y a un côté très naturel aussi là-bas. C'est ça qui est sympa. Il n'y a pas ce côté FIA bien pensant, tu sais, un peu trop léché. Non. Ouais. Murph, Murph, c'est pas la langue de bois, ça je peux te le dire. Il y a sa pénalité légendaire de 5 minutes à Bathurst où il s'arrête au stand et un commissaire lui dit 5 minutes de pénalité, donc il sort de la voiture comme un pantin de sa boîte et il dit au commissaire 5 minutes, enfin tu vois genre mais c'est pas possible de faire ça, et puis du coup il va s'enfermer aux toilettes, mais on le voit en plus qu'il va au chiottes, on va courir, c'est ça, c'est étonnant, mais il avait vraiment il avait une niaque, hein, ce Murphy, et effectivement j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois et de parler avec lui en privé. Non, c'est un mec qui est vraiment étonnant et que j'adore. Bon. Voilà. Bah écoute, ça t'a intéressé mes petites news supercars ? Toujours. Moi j'aime bien. Hein. C'est un peu. Non, mais c'est un peu intéressant de voir ce qui se passe aussi à l'autre du monde et tout le monde en parle pas. Tout le monde fait des débriefs de F1, de WEC, de rallye, mais voilà. Nous on a nos petites pépites. Peut-être que le BTCC c'est un peu plus connu malgré tout que le supercar, mais moi chaque fois que je vois passer des commentaires, il y a souvent c'est cool. Vous parlez de supercar, vous parlez un peu d'autre chose. Donc voilà. Bon, on reviendra sur du traditionnel à chaque fois évidemment parce que c'est un peu le thème de ce podcast, mais on tient aussi à nos petites disciplines. Enfin petites. Donc, grosse discipline, peut-être moins connue. Voilà. Et écoute, je crois que ça va être le mot de la fin. On sait que dans 15 jours, on se retrouvera. Il y aura un Grand Prix de Monaco à débriefer. Il y aura du rallye, WRC. Il y aura 2 l'IndyCar avec Indianapolis, mais le routier. Et puis on trouvera toujours d'autres choses, vous inquiétez pas. Il y aura le BTCC. Voilà. Et on attendra encore un peu pour du touring car puisque le WTCR lui débutera seulement au niveau du début juin. Et il y a aussi le VNL, les 24 heures du Nürburgring qui se préparent. Il y a eu des essais ce week-end, des qualifications. C'était assez intéressant. Donc on vous et je préviens qu'on n'oublie pas l'endurance, mais qu'on attend un peu le mois de juin, qui est le mois traditionnel du Mans, pour difficile de tirer un bilan après Spa. Difficile de tirer un bilan uniquement à Spa. Il y a tout un débat sur l'hypercar, les P2, la cohabitation.
quand vous avez vu ça à Spa, on a décidé avec Maxime qu'on se réservait ça pour un débat un peu plus de Après fond. 2 manches, on pourra prendre peut-être plus de temps aux alentours de Portimao. Portimao, qui aurait dû être la date du Mans. Bon bref, vous inquiétez pas, on surveille ça. Bah oui, vous vous doutez bien qu'on surveille tout ça. J'oublie pas le DTM non plus, parce que ça va commencer avec les GT3, avec notamment Alex Albon et d'autres. Donc on vous tiendra au courant de ça aussi. Voilà. Eh bien Maxime, je te remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous nous portez et la fidélité globalement que vous nous exprimez, les commentaires, c'est toujours sympa et on est là pour répondre, pour argumenter et c'est la règle du jeu. Je te souhaite plein de bonnes choses Maxime. Mais plein de bonnes choses, merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez interagir avec nous, vous savez que c'est toujours possible, évidemment, alpaguez-nous sur Twitter ou même en commentaire. Et la meilleure manière de nous soutenir finalement, c'est peut-être de partager ces épisodes autour de vous, ou en tout cas parmi les passionnés, peut-être sur des groupes Facebook, enfin bref, autour de vous sur les réseaux sociaux. C'est très important pour nous et ça nous fait toujours autant plaisir. Merci LFB, c'était encore très agréable d'échanger pendant une petite heure en ta compagnie et vivement dans 2 semaines. Voilà, c'est ça. Allez, salut à tous. Salut.